Bonsoir. Eh bien, ce soir, 204e lancement d'Ariane, 60e lancement d'Ariane 5 et 5e lancement de l'année 2011 avec deux clients absolument historiques d'Ariane Espace. D'une part, Arabsat, pour lequel nous allons lancer Arabsat 5C, qui sera le 8e satellite lancé par Ariane Espace pour le compte d'Arabsat. D'ailleurs, actuellement, Arabsat lance tous ses satellites par Ariane Espace. Et puis d'autre part, SES-2 pour le groupe SES, ça sera le 35e satellite que nous lançons pour le groupe SES après le lancement réussi de Astra 1N le mois dernier. Donc vous le voyez, deux clients très importants pour ce 5e lancement d'Ariane 5 de l'année et ce 5e lancement qui va donner le début d'une fin d'année particulièrement chargée pour Ariane Espace puisque, vous le savez, la TV3 Eduardo Amaldi est arrivé ici au Centre spatial guyanais et nos équipes le préparent pour un lancement qui aura lieu au tout début de 2012 et entre-temps, eh bien, nous allons lancer le mois prochain, le 20 octobre, le premier Soyouz depuis la Guyane avec la mise en orbite de 2 satellites Galileo et en parallèle aussi les préparatifs pour le premier lancement de Vega vont bon train. Tout cela se fait grâce au dévouement absolument exemplaire et remarquable de toutes les équipes institutionnelles comme industrielles de la base spatiale, du Centre spatial guyanais. Et vous allez avoir une nouvelle illustration de tout ce travail avec ce nouveau lancement d'Ariane 5 ECA, Arabsat 5C, SES-2. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous êtes avec Claude Bernat et Pierre Genier en direct depuis le port spatial de l'Europe pour ce 60e lancement d'une Ariane 5. Le lancement prévu hier a dû être reporté à aujourd'hui et au programme de cette émission, eh bien, les dernières minutes avant le décollage à H0 dans moins de 12 minutes et demie. Et nous suivrons ensuite la phase propulsée et la phase balistique du lanceur jusqu'à la libération des 2 passagers, Arabsat 5C et SES-2. Au cours de cette retransmission, nous aurons des reportages et des rencontres avec les principaux acteurs de ce vol. Le panneau des verts, on le voit à l'écran, le panneau des verts, il reflète en temps réel l'état des paramètres nécessaires au lancement, avec notamment bien sûr le lanceur, les satellites. Le réseau des stations de contrôle du lanceur et des satellites et toutes les installations de la base de lancement ainsi que les critères de sauvegarde. Et vous le voyez, tout est vert. La météo, eh bien, ce sont des ballons sondes qui ont été envoyés régulièrement à partir de J-2. On peut préciser tout de suite que nous sommes en saison sèche à l'heure actuelle en Guyane. Exactement, et nous rentrons maintenant dans la cellule de vol Ariane. C'est l'autorité de décision de ce lancement en matière de lanceur. Elle est présidée par Jean-Yves Le Gall, son président-directeur général. À ses côtés, on retrouve Patrick Loire, le directeur de l'établissement Ariane Espace en Guyane, et Édouard Pérez, le directeur technique central d'Ariane Espace, garant de la mémoire de tous les vols. La fenêtre de lancement, eh bien, elle dure 1h24 ce soir. Le H0, eh bien, il est prévu à 18h38 heure de Guyane, soit 23h38 à Paris. Et on pourra aller jusqu'à 20h02 ici en Guyane. Alors pour préparer ces campagnes lanceurs et satellites, nous allons rencontrer maintenant 2 principaux responsables. Il s'agit du chef de mission Didier Saïd et du COEL, Raphaël Breda. Le COEL, c'est le chef des opérations ensemble de lancement. Alors chef de mission, vous l'avez été, vous j'ai fait quelques vols, oui, du vol 26 au vol 62. C'est un poste que vous connaissez bien. En tout cas, nous retrouvons le chef de mission et le COEL pour nous parler de la campagne de lancement de cette Ariane 5 vol 204. Les campagnes de lancement Ariane Espace sont dirigées conjointement par le chef de mission et le COEL. Le chef de mission a un rôle de facilitateur et de coordinateur en campagne de lancement Ariane. Il fait la liaison entre les clients satellites, le support opérationnel de la base de lancement et les activités lanceurs. Il est par conséquent en contact permanent avec les responsables des clients en campagne de lancement, le directeur des opérations pour les activités de support opérationnel de la base de lancement et bien évidemment le chef des opérations des ensembles de lancement pour les activités et la préparation du lanceur au BAF. Alors le COEL, c'est le chef des opérations sur l'ensemble de lancement. Il est donc responsable de toutes les activités de préparation du lanceur jusqu'à son décollage. Et il s'appuie pour ça sur une équipe d'ingénieurs et de techniciens, quelques centaines, chacun étant en charge d'un domaine technique bien précis. Donc le COEL coordonne toutes ces activités et s'assure du bon déroulement des opérations.
Pour chaque campagne de lancement, il faut assembler le premier étage, les boosters acheminés depuis le bâtiment de stockage et enfin l'étage supérieur cryotechnique. Tout ceci est réalisé au bâtiment d'intégration lanceur, le BIL, où le lanceur prend forme. Puis, il quitte ce bâtiment pour la suite des opérations. Le lanceur est ensuite transféré ici, au bâtiment d'assemblage final, où Arianespace procède aux dernières opérations avant lancement, comme par exemple le montage des batteries de vol ou l'assainissement des réservoirs. Pendant ce temps, les satellites arrivent à l'aéroport de Rochambeau à Cayenne. Puis ils sont transférés à Kourou, au CSG, dans les salles blanches de préparation des charges utiles. C'est là qu'ils subissent les tests électriques, le remplissage de leurs réservoirs et la pesée finale. On pose ensuite les satellites sur leurs adaptateurs de vol. C'est le 3e satellite construit par Astrium et également le 3e satellite construit par Orbital que nous recevons ici à Kourou sur ces 6 dernières campagnes de lancement Ariane. Parmi les dernières opérations nécessaires, il faut bien sûr intégrer les 2 satellites sous coiffe au sommet du lanceur. Quelques jours avant le transfert en zone de lancement, la coiffe et les satellites de nos clients sont hissés sur la partie supérieure du lanceur. C'est ensuite en zone de lancement, à J0, que l'on procède au remplissage final des réservoirs et au décollage. Nos 2 clients sont bien sûr présents ici à Jupiter. Les représentants d'Arabsat 5C et SES2 sont à leur pupitre. Nous les retrouverons d'ailleurs dans des reportages à venir. Ils sont accompagnés, bien évidemment. Il y en a qui font des petits coucous avec des petits messages par les 2 CP, les 2 chefs de projet. Il s'agit de Thomas Panozzo pour Arabsat 5C et d'Alexandre Madembassi pour SES2. Leur rôle à ces 2 chefs de projet, c'est travailler main dans la main avec leurs clients, Claude. Exactement, et donc ils travaillent depuis la signature du contrat. Alors en général, un contrat ça dure 2 ans, mais ça peut être beaucoup plus court. Et Thomas et Alexandre ont préparé donc le vol de ce soir avec leurs clients qui sont là, qui nous envoient toujours des messages, c'est bien. Ils les ont accompagnés pas à pas tout au long de leur programme. Et vous le voyez, ils sont assis à côté d'eux et ils ont l'air très souriants. Oui, tout le monde est détendu visiblement ici à Jupiter. Alexandre qui plaisante avec Denis Willer. Le chef de mission, c'est Didier Saïd, vous le voyez à gauche. Et la DDO, car c'est une femme, elle s'appelle Aimée Sip, elle est directeur ou directrice des opérations, c'est vous qui choisirez. Elle va retransmettre les informations reçues du CVI, contrôle visuel immédiat, et c'est elle ici à Jupiter qui va rythmer les événements de la soirée. Lanceur. Voilà, vous l'avez vu parler. On va l'entendre lancer la séquence synchronisée tout de suite. Top. H0 moins 7 minutes. J'en profite pour dire que c'est la première femme à tenir ce rôle de DDO, donc la première femme depuis 32 ans que ce poste existe. Et Messip d'ailleurs a été honorée en mars dernier lors de la 100e édition de la Journée internationale de la femme. Bravo à elle. Et pour revenir à notre séquence automatique, donc elle est pilotée par 2 puissants calculateurs situés au CDL3. Elles effectuent donc les dernières mises en œuvre et les derniers contrôles, c'est-à-dire que le lanceur maintenant va devenir de plus en plus autonome jusqu'au décollage à H0 pour pouvoir vivre sa vie dès le vol. Alors cette séquence est entièrement automatique, on l'a dit, elle met le lanceur en configuration de vol, elle regroupe toutes les opérations qui sont réalisées au plus tard possible dans la chronologie afin de préserver donc tout le potentiel de ce lanceur. Alors lors de cette séquence, on peut préciser que des temps clés vont s'enchaîner et cela jusqu'à la phase d'allumage des 3 moteurs. Le Vulcain 2 et les 2 boosters. Les opérations de la séquence synchro, elles sont dirigées par 150 opérateurs qui sont à l'intérieur du CDL3. On y va en image dans ce bâtiment blindé. Ce sont eux qui sont les plus proches d'Ariane 5 à moins de 3 km du lanceur. Et on y retrouve les 3 équipes d'ingénieurs. La première sous l'autorité du COEL Raphaël Breda. Ces équipes donc sont occupées de la préparation des installations sol de la zone de lancement et la préparation du lanceur. Donc c'est tous ces derniers jours. Il y a une deuxième équipe, c'est celle du CPAP, le chef de projet Ariane Production, Didier Aubin, qui a un rôle d'autorité technique d'expert, mission garantir la conformité et l'aptitude au vol du lanceur. Il y a aussi une 3e équipe qui est l'équipe qualité du lanceur en production. Tout cela est piloté par le directeur des programmes, Louis Laurent. À Jupiter également, eh bien, nous avons les représentants de nos clients. Concernant le satellite Arabsat 5C, eh bien, alors qu'on quitte le CDL3 en repassant par notre lanceur Ariane 5, eh bien, à Jupiter, il y a le directeur de la mission Arabsat 5C, c'est Philippe Leboire d'Astrium. Il y a également le chef de projet d'Arabsat 5C, Pascal Lafaille, lui aussi d'Astrium. Et enfin, l'adjoint pour le réseau au sol des stations au sol, et il s'appelle Gilles
Drouin de Thales Alenia Space. Quelques chiffres peut-être sur Arabsat. Exactement, donc c'est le 8e satellite lancé par Arianespace pour la société Arabsat. Elle est faite d'une plateforme Eurostar 3000 et c'est un contrat qui a été signé avec Arabsat, avec Astrium et Thales Alenia Space, on l'a dit. 71e satellite Astrium, 59e satellite Thales Alenia Space lancé par Ariane. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, Claude. À l'heure actuelle, tout en haut du lanceur, sous la coiffe, il y a une atmosphère contrôlée, ventilée, une hygrométrie constante. On ventile cette coiffe avec de l'air sec à 16 degrés. Et la performance demandée au lanceur, on peut tout de suite la donner ? C'est 8966 kg, dont 7819 représentent la masse des deux satellites. Deux satellites que l'on découvre en position haute, donc Arabsat 5C. Sa couverture sera le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est un satellite de télécommunication et de télévision. Il aura une durée de vie de 15 ans. Et vous le savez, nos deux passagers sont positionnés respectivement au-dessus et à l'intérieur du système de lancement double. Et à l'intérieur, on va retrouver le deuxième passager. Alors le deuxième passager, c'est SES-2. Il pèse 3200 kg. Il est dédié à la télévision directe. Il couvrira la Caraïbe ou les Caraïbes et l'Amérique du Nord et son envergure en orbite sera de 23,6 mètres, durée de vie 15 ans. Voilà pour nos passagers qui sont sous coiffe et qui attendent eux aussi le H0. Alors peut-être peut-on parler des gens chez SES-2, on les voit à l'écran. Alors Richard Starkov, c'est le directeur de la mission. Le chef de projet SES-2, c'est Jérémy Novosad et l'adjoint au réseau des stations au sol, c'est Ron Capozzi de SES. SES, véritablement, comme l'a dit Jean-Yves Le Gall, un client historique. Eh ben oui, c'est le 35e satellite lancé par Arianespace pour l'opérateur luxembourgeois SES, c'est donc un client historique. On va dire que ce satellite SES-2 va remplacer AMC-3. Oui. Oui, parce que les satellites ont leur vie au bout d'une quinzaine d'années, eh bien, il faut les remplacer souvent. On va tout de suite partir maintenant sur le lanceur. Notre lanceur Ariane 5, vous savez qu'il est composé de différents éléments et différents étages. Tout en bas, entourant l'étage principal, il y a les deux boosters, les deux étages à poudre qui emportent chacun 240 tonnes de propergol solide. Et ils entourent l'étage principal cryotechnique qui lui emmène 25 tonnes d'hydrogène liquide et 150 tonnes d'oxygène liquide. Au-dessus, eh bien, il est à l'étage supérieur, cryotechnique, avec son moteur HM7B qui fonctionne à l'oxygène et l'hydrogène liquide lui aussi. Et enfin, dans la coiffe longue de 17 mètres, on retrouve nos deux passagers Arabsat 5C et SES-2. Ariane 5, vous voyez en cette fin de journée à Kourou, eh bien, elle est sur son pâtir. En zone de lancement, on retrouve les 3 carnaux, comme d'habitude, les 4 pylônes parafoudres, et puis un petit peu plus loin, on ne le voit pas, le château d'eau avec ses 1500 mètres cubes. Alors, ce qu'on voit très bien, par contre, c'est la liaison entre le mât et la partie haute avec cette partie jaune. On va avoir un gros plan qui va vous expliquer ce que font ces bras cryotechniques qui assurent donc le remplissage des réservoirs de l'étage supérieur en hydrogène et en oxygène liquide. Et cela au travers des plaques acclapées que l'on voit très bien sur ces images réunies. Alors, ces deux bras cryo vont se rétracter du lanceur 5 secondes avant l'allumage du moteur Vulcain. Bientôt, nous allons arriver à H0. Alors, explication importante, il faut savoir qu'à H0, eh bien, le moteur Vulcain s'allume, il est testé pendant quelques secondes et c'est à plus 7 secondes, H0 donc plus 7 secondes, avec l'allumage des deux boosters, des deux étages à poudre, que le décollage intervient. C'est important parce que effectivement c'est comme ça que ça se passe. À 12 de DDO, attention pour moins 1 minute. Ah voilà, on s'arrête quand la DDO parle. Bien sûr. D'autant plus que c'est une femme. On va rentrer dans la dernière minute, on écoute Messip. H0 moins 1 minute. Alors, on va dire un grand merci, un bonsoir à tous ceux qui sont avec nous en direct. Bonsoir, bien sûr, à Arianespace et au CNES à Évry, à nos fabricants de lanceurs Astrium et à Snecma du groupe Safran. Bonsoir évidemment à nos clients, Arabsat qui nous reçoit à Riyad, Astrium Satellites et Thales Alenia Space. Bonsoir aussi à SES qui nous écoute au château de Besdorf au Luxembourg et à son constructeur Orbital qui lui se trouve à Delesse en Virginie. Bonsoir les Guyanais, à Kourou, Cayenne, Sinnamary et dans tout le département. Et vous les internautes, vous nous suivez sur arianespace.com. Nous allons vous laisser profiter du spectacle car c'en est un. Nous allons vous laisser profiter du son du direct et nous revenons dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Allumage Vulcain. Allumage EAP. Décollage. Eh bien, ça y est, Ariane 5 s'est envolé. Des images avec des reflets. Hein. Là, on a six branches comme une étoile qui brille. En tout cas, puissance, force, rapidité. Ariane 5 va accélérer de plus en plus, 1336 tonnes de poussée. Et on a déjà dépassé Mach 1, on a déjà dépassé la vitesse du son. Et juste à la minute, maintenant, on dépasse les 12 km d'altitude. Une minute plus tard, on aura à plus de 50 km d'altitude. Et dans 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors les 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère, puisque de là, on considère qu'on est dans le vide spatial. Cette poussée fulgurante, elle est due pour 90% à la puissance des étages à poudre. Ces 2 boosters qui sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de Repropulsion. Superbes images là dans la nuit guyanaise. Et rajoutons que ces EAP donc, font 31 mètres de haut pour 3 mètres de diamètre. Ils consomment 2 tonnes de poudre par seconde. Ça veut dire qu'en 2 minutes, ils auront épuisé leurs 240 tonnes de poudre. Il faudra ensuite s'en séparer. Alors on aperçoit de plus en plus loin notre lanceur. On va sans doute le quitter de vue avec nos caméras, mais on le distingue encore. En tout cas, à Jupiter. Ah voilà, une caméra, on voit vraiment une très belle image. Là. Ici à Jupiter, nous regardons bien évidemment aussi la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5. Et on peut vous le dire, le tracé de référence est suivi parfaitement par le petit carré qui se déplace sur la courbe prévue. Exactement, donc on s'approche maintenant à plus de 2 minutes de l'épuisement donc de la poudre dans les EAP. On va donc se délester des boosters vides et on va perdre 38 tonnes chacun. Séparation des EAP. Voilà, c'est annoncé à environ 69 km d'altitude. C'est, regardez, magnifique. On voit ces 2 points lumineux car pour éviter toute collision, les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur avec 8 fusées d'éloignement. La masse au décollage, elle était de 774 tonnes. Voilà, et maintenant on vient de perdre environ 600 tonnes, il en reste 174. Voilà, sacrée cure d'amaigrissement, alors que c'est une belle image là, avec ces 3 points lumineux. Prochaine étape, ce sera le largage de la coiffe. L'utilité de la coiffe, bien sûr, c'est de protéger les satellites de toute pollution, tout danger, tout échauffement. Et elle améliore également largement l'aérodynamisme du lanceur en début de vol. Exactement. On est au-delà de 100 km. Il n'y a plus de frottement ni de vibration et la coiffe va pouvoir être larguée. C'est fait. Voilà, la coiffe a été larguée à environ 107 km d'altitude. C'est une coiffe de 17 mètres de haut. Et l'Ariane 5 continue, bien sûr, avec 2 tonnes 4 de moins. Le système pyrotechnique a permis bien de séparer la coiffe en 2. Et donc, on a 2 demi-coiffes. On a l'image, avec cette respiration de la coiffe, toujours de belles images. Merci pour ces belles images. Alors, à l'heure actuelle, il y a encore 5 minutes de poussée pour le PC, l'étage principal cryotechnique d'Ariane 5. Mais tout de suite, nous allons faire un tour d'horizon sur l'actualité du secteur spatial. Ce sont les news. Le 6 août dernier, 45e succès d'affilée pour Ariane 5, qui a mis en orbite 2 satellites de télécommunications, Astra 1N pour l'opérateur luxembourgeois SES et BSAT 3C JCSat 110R pour Lockheed Martin au profit des 2 plus grands opérateurs japonais. L'opérateur espagnol Hispasat a choisi Ariane Espace pour le lancement d'Amazonas 3, un satellite de 6000 kg qui sera lancé fin 2012. DirecTV, la société de diffusion de télévision directe, a signé avec Ariane Espace un contrat pour le lancement en 2014 de 2 satellites et une option pour le lancement de 2 autres. Le 15 septembre, l'Agence spatiale européenne et Ariane Espace ont signé le contrat de la mission scientifique Bepi Colombo. Cette sonde de 4 tonnes explorera Mercure. Ariane 5 la lancera en juillet 2014. C'est une étape importante dans l'exploration du système solaire, puisque après Mars Express, Vénus Express, Huygens sur Titan, nous allons maintenant visiter la planète Mercure, ce qui est un autre objet du système solaire qui intéresse les scientifiques.
Et en plus, nous allons le faire en coopération avec le Japon. Par ailleurs, le fait que soit lancé sur Ariane 5, ça n'est pas anecdotique, puisque Ariane 5 a déjà lancé Herschel et Planck et puis la TV2, et puis va lancer la TV3 l'année prochaine, et puis aussi AlphaSat. Donc ça représente aussi un lancement important pour Ariane 5, et puis avec l'arrivée de Vega et Soyuz, je pense que c'est une année bien remplie. Le colloque Euroconsult World Satellite Business Week s'est tenu à Paris du 12 au 16 septembre. Ariane Espace y a confirmé sa place de numéro 1 mondial. Avec Soyuz et Vega, Ariane Espace offre une gamme de lanceurs capables d'emporter tous les types de satellites. 3 lanceurs sur l'équateur. Vous connaissez le slogan, Claude. Bien sûr. Effectivement, là, ça vient, ça arrive, c'est déjà là, quoi. Ben oui, nous avons les 3 lanceurs. Nous avons Soyuz, nous avons Vega qui arrive fin octobre et Ariane ce soir. Ben, c'est magnifique. Donc tout de suite, pour vous expliciter, pour faire le point sur cette gamme de lanceurs, eh bien, nous retrouvons Thierry Villemard, Jean-Claude Garot, Claude Bernat, c'est vous, Antonio Fabrizi et Patrick Loire. Fin février, Ariane 5 emportera le 3e exemplaire de l'ATV vers la Station spatiale internationale. Et dans un mois, ce sera le premier lancement Soyuz depuis la Guyane. Les passagers de ce premier Soyuz sont les 2 premiers satellites opérationnels de la flotte Galileo. Ces 2 satellites sont arrivés sur le centre spatial guyanais et se trouvent actuellement derrière moi dans le hall de préparation des satellites. Lors de cette première phase de campagne, la partie russe va continuer de préparer les installations autour du lanceur et le lanceur. Et la partie européenne est là en support au niveau de l'ELS. Côté partie haute, on se retrouve dans un schéma beaucoup plus proche que celui que l'on connaît sur Ariane 5. Et il y a ensuite un rendez-vous avec l'étage supérieur frégate au niveau du S3. Et enfin, on se retrouve encore là dans un schéma d'opération combinée entre partie russe et partie européenne pour finaliser ce composite supérieur, le transférer ici au rendez-vous avec le triétage et ensuite dérouler la dernière phase de préparation d'aptitude au lancement sur la ZLS. Pour Vega, la campagne de préparation débutera en novembre en zone de lancement Vega, là où Ariane 1 a décollé il y a près de 32 ans. Les opérations au sol sont pratiquement terminées. À l'intérieur, les derniers tests sont en cours. Le premier étage est prêt. Les autres quitteront l'Italie fin septembre. Mi-octobre aura lieu la revue d'aptitude au vol et on fixera la date définitive du lancement. Les opérations de Vega sont menées depuis cette salle située au premier étage du centre de lancement numéro 3, tout proche de la salle d'opération Ariane 5. Vega bénéficie donc des installations existantes d'Ariane 5, mais aussi des moyens humains, des moyens logistiques et aussi de l'extension du contrôle de commande servitude. Le vol de qualification va lancer un petit satellite scientifique pour l'agence spatiale italienne. Une série promotionnelle de 5 lancements est déjà programmée avec des satellites scientifiques et d'observation de la Terre. Vega est destiné au champ utile européen institutionnel. Ces 3 lanceurs sur l'équateur constituent un nouveau challenge pour Ariane Espace et pour ses équipes. L'enjeu sera de réaliser toutes ces opérations imbriquées de manière harmonieuse afin de ne pas créer d'interférence d'un système de lancement vers un autre. Il faudra qu'on réalise toutes ces activités en respectant la qualité en opération, en respectant la sécurité du travail et de l'environnement et bien sûr nos engagements contractuels vis-à-vis de nos clients. Pendant que nous écoutions ce reportage, eh bien, la DDO a annoncé l'acquisition du lanceur par la station de Natal à l'extrême est du Brésil. Et tout de suite, eh bien, c'est l'extinction de l'étage principal cryotechnique. On voit sur ces images eh bien, qu'on va perdre le poids de l'étage à vide, vous voyez, dont on se sépare. On perd 14 tonnes. Allumage du deuxième étage et la masse restante du lanceur avec ses passagers. Donc l'étage supérieur cryo, la case, le SILDA, les 2 passagers, bien tout ça fait environ 28 tonnes. Et c'est le moteur HM7B de l'ESCA qui va fonctionner maintenant 954 secondes et il finira donc lorsqu'on aura atteint l'orbite de transfert géostationnaire. Alors vous voyez que l'altitude est à 185 km pour une vitesse proche de 7 km par seconde. Notre passager en position basse, eh bien c'est SES-2. Alexandre Madembassi et Denis Wheeler évoquent pour nous la relation très fructueuse qui s'est établie entre SES et Ariane Espace.
Le satellite SES-2, fabriqué par Orbital Sciences Corporation, est issu d'une plateforme Star 2. Il dispose de 24 répéteurs bande C et de 24 répéteurs bande KU. Il va fournir du multimédia numérique et des services de télévision directe à nos clients, ainsi que des liaisons pour des plateformes pétrolières et les services maritimes. Nous avons effectué 18 mois de travail préparatoire avant de pouvoir démarrer la campagne de lancement ici à Kourou. Arianespace peut offrir aux satellites scientifiques, aux militaires, protection et sécurité. C'est une condition nécessaire et indispensable. Cas particulier de ce projet, nous avons offert à notre client SES, qui a demandé un niveau de sécurité hors du standard, car il transporte une charge utile militaire, l'adaptation de notre organisation pour remplir les demandes supplémentaires rendues nécessaires par la préparation de ce satellite à Kourou. À cause de cela, nous avions besoin d'effectuer de nombreuses opérations liées à la sécurité. Arianespace a réussi à réaliser tout ce qu'on a demandé sans problème. Le groupe SES est un client ancien, fidèle et très important pour Arianespace. Des liens étroits se sont noués entre les personnes. Cela fait 20 ans que je viens ici pour des lancements avec Arianespace et j'en suis vraiment très satisfait. C'est une longue histoire. Je travaille avec Denis depuis de nombreuses années, couvrant plusieurs lancements. Nous travaillons bien ensemble, nous nous comprenons bien. Cela rend le travail agréable et efficace. Il ne faut pas oublier que dans notre secteur, le professionnalisme passe toujours en premier, quelle que soit la relation d'amitié, même si elle est ancienne. SES-2, 35e satellite, répétons-le, confié à Arianespace pour ce grand opérateur des télécommunications par satellite. Et rappelons que le 34e, c'était Astra Anem qui est parti par le vol précédent d'Ariane, le 203. Et ceci, c'est sûrement à cause du Multi-Launch Agreement, c'est un accord multi-lancement qu'ont les deux sociétés. Alors, c'est un accord qu'on peut appeler, disons, technico-commercial et qui permet une souplesse. Ben oui, qui permet de lancer les satellites de SES à leur demande. Tout de suite, on retrouve justement de SES, Martin Halliwell, le directeur technique. SES-2 est un satellite hybride en bande KU, Ka et C. Il a été conçu pour remplacer le satellite AMC-3. Il sera opéré à partir de la position 87 degrés ouest. Ce satellite fait partie de la stratégie de remplacement de notre flotte couvrant les États-Unis. Nous l'utiliserons principalement pour la diffusion des signaux de télévision vers nos clients américains. Grâce à sa position au-dessus de la côte Est, il sera aussi utilisé pour les télécommunications et les données dans le golfe du Mexique pour les plateformes en mer. C'est la première charge utile que nous mettrons en orbite à titre de test pour le gouvernement américain, qui a souhaité confier sa charge utile à un satellite commercial. Cela leur donne une opportunité de lancer à moindre coût de telles expériences. Comme d'habitude, le travail et le support d'Arianespace ont été excellents. Nous avons 100% de réussite avec eux. Ceci est la clé de voûte de notre accord et cela nous garantit un accès à l'espace quand on le désire. Grâce au professionnalisme et à la passion des équipes d'Arianespace, nous souhaitons que cette collaboration continue encore longtemps. Avec l'arrivée de Soyuz en Guyane, Arianespace offrira une gamme très intéressante pour nous dans les années à venir. Pour finir, je voudrais remercier Arianespace, Orbital et l'équipe de SES qui ont tous travaillé au succès de ce lancement. Et Ariane a quitté le continent sud-américain, vole maintenant au-dessus de l'océan Atlantique. C'est ce que dit la station d'ascension qui vient faire l'acquisition des paramètres du lanceur. Tout va bien pour Ariane 5 qui continue sa route normalement. Et oui, vous le voyez, on est dans une phase où Ariane 5 va un petit peu perdre de l'altitude. Sur la courbe, on le voit bien, mais tout ça, c'est pour augmenter sa vitesse, pour accélérer. Tout de suite, je vous propose un film en musique et sans parole qui nous présente le satellite SES-2 et son constructeur Orbital.
Et voilà, alors que je vous précise que ces images sont les vraies images conformes au programme de vol, tout là-haut dans le ciel. Alors, vous avez pu le lire dans ce film, avec SES-2 à son bord, il y a une première charge militaire déployée sur un satellite civil au profit d'Air Force, l'armée de l'air américaine. Et pour l'instant, on va préciser que Ariane Espace a mis sur orbite 19 satellites fabriqués par Orbital. Le premier s'appelait Topex Poséidon et vous y étiez, Claude. J'ai un peu travaillé dessus, oui. Tout de suite, on retrouve le chef de projet Thomas Panozzo avec le chef des projets chez Arabsat, Majed Onazi. Arabsat 5C Arabsat 5C est unique car c'est un satellite à bande Ka. C'est la première charge utile de ce type dans notre flotte. Arabsat 5C va rejoindre nos satellites déjà en orbite. Nos clients pourront ainsi compter sur toute une variété de services et choisir entre 3 positions orbitales. Le contrat de service de lancement Arabsat 5C a été signé début 2009. Il est atypique puisque Arabsat, Astrium et Thales sont tous clients d'Arianespace. Astrium a conçu la plateforme. Thales a fourni la charge utile qui sera lancée par Arianespace pour le client final, Arabsat. Arabsat a toujours recherché la qualité. Depuis de nombreuses années, Ariane l'a confirmé avec sa succession de lancements réussis. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec Ariane pour Arabsat 5C. La longue et fructueuse coopération entre Arianespace et Arabsat a commencé il y a plus de 25 ans avec le lancement réussi d'Arabsat 1.1 sur une Ariane 3 en 1985. Arabsat va continuer à se développer et à améliorer à la fois la qualité de son service et sa zone de couverture. Une nouvelle génération de satellites, la 6e, se trouve déjà à un stade avancé de développement et un nouveau contrat sera signé dans quelques mois. Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé au satellite Arabsat 5C, tous nos vœux de succès et nos prières pour un lancement réussi. Le lanceur est maintenant en visite de Libreville au Gabon, sur la côte ouest de l'Afrique. Et sur la courbe prévisionnelle, vous pouvez voir qu'Ariane 5 va bientôt rentrer dans une phase où elle va prendre énormément d'altitude. Oui, en 400 secondes, on va gagner environ 2000 km d'altitude. La séparation du deuxième satellite SES-2, d'ailleurs, se faisant à 2777 km. Vous suivez en direct le vol 204 d'Ariane 5. Et bien, tout de suite, on retrouve le PDG d'Arabsat, Khalid Balkeyour. Good evening. Bonsoir. Arabsat est très content du programme 5C qui arrive à son terme avec le lancement de ce soir. 5C est le dernier satellite de notre programme de 5e génération. Il sera positionné à 20 degrés est. La structure de ce satellite est constituée d'un seul bloc. Et pour la première fois, grâce à Arabsat 5C, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord seront couverts en bande Ka en plus de la bande C. Tout cela a demandé d'énormes efforts à nos partenaires, Thales Alenia Space et Astrium, qui ont construit ce satellite. Je voudrais aussi remercier Arianespace qui lance le satellite avec le support du CNES et tous les partenaires de ce programme. J'espère que nous aurons un très beau lancement et qu'après les opérations de mise à poste, Arabsat 5C fonctionnera bien et pendant longtemps. Merci. Et voilà notre lanceur tout là-haut dans le ciel. Grâce à ces images 3D, nous pouvons le suivre. Il continue sa route normalement dans l'espace. Alors Arabsat 5C, Khalid Balkeyour nous l'a dit, a été construit par Thales Alenia Space et Astrium. Nous leur donnons tout de suite la parole avec le PDG de Thales Alenia Space, Reynald Sesnek. Tout de suite. Arabsat et Thales Alenia Space sont partenaires depuis très longtemps. Cette relation fructueuse remonte à 30 années déjà, lorsque nous avons construit les 3 premiers satellites Arabsat.
Nous avons travaillé ensemble sur tous les satellites Arabsat. Et c'est un plaisir de nous retrouver encore une fois avec ce nouveau venu dans la flotte des satellites Arabsat. Arabsat 5C est un satellite d'une technologie très avancée et pour sa mission en bande C, il va remplacer le satellite Arabsat 2B qui a déjà dépassé sa durée de vie prévue sur la position 20 degrés Est. Arabsat 5C possède une technologie innovante en bande K, avec une couverture multimission sur la péninsule arabe. Ce nouveau satellite offre encore plus de services avec une très grande capacité de transmission. Nous sommes très fiers d'accompagner la croissance d'Arabsat avec des technologies plus modernes et des performances accrues. Félicitations à tous les partenaires de cette mission, Arabsat, Arianespace et les équipes Astrium et Thales Alenia Space qui ont énormément travaillé. Nous souhaitons le meilleur à Arabsat et à ses clients pour ce lancement. Claude, tout de suite, pour rebondir sur les paroles du PDG, quelques chiffres en rapport avec Thales Alenia Space. Eh bien, Arianespace a lancé effectivement, avec le lanceur Ariane ou la famille Ariane, 58 satellites fabriqués par Thales Alenia Space ou ses prédécesseurs, Alcatel, Alenia Aérospatiale, et avec Soyuz, 44 satellites Thales de la constellation Globalstar. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Arabsat 5C est le fruit d'une collaboration industrielle. Astrium lui fournit la plateforme. Eurostar 3000 est responsable de l'intégration du satellite. On retrouve le PDG d'Astrium Satellites. Nous sommes très fiers de livrer à Arabsat ce satellite qui est le 6e satellite que nous leur fournissons. Arabsat 5C suit Arabsat 5A et 5B qui ont été lancés l'année dernière en juin 2010. C'est le 25e satellite Eurostar 3000. Ce satellite est très apprécié pour ses excellentes performances en orbite. Il est innovant et à la pointe de la technologie. Il permet d'offrir une grande gamme de services de communication et il offre une large couverture, y compris sur la totalité du continent africain. Nous travaillons en équipe sur ce projet avec Thales Alenia Space, avec qui nous avons instauré un partenariat très étroit. Je tiens à remercier à cette occasion tous ceux qui ont travaillé sur le satellite et sur le terrain. Cela nous a permis d'assurer le succès de cette opération jusqu'à présent. Mais le lancement reste une étape importante. Nous souhaitons à nos partenaires, et en particulier Arianespace et Arabsat, le plus grand succès et nous espérons que suite à ce lancement, les bases seront jetées pour une relation durable à long terme avec Arabsat. Bonne chance à tous. Arabsat. Good luck to all. Le lanceur a été acquis par la station de Malindi au Kenya. Il survole le continent d'Africain d'ouest en est, survol très rapide, 5 minutes environ. Et le CA va bientôt éteindre son moteur. La phase propulsion de la mission sera terminée. Les satellites sont désormais sur une orbite de transfert géostationnaire. Et le lanceur va pouvoir commencer sa phase balistique. C'est d'ailleurs depuis Malindi qu'on pourra observer l'extinction de l'étage supérieur cryotechnique et puis ensuite les séparations de nos deux satellites, Arabsat 5C et bien évidemment SES-2 dans un deuxième temps. L'étage supérieur cryotechnique sur commande de guidage. Voilà, c'est annoncé par l'ADDO. Regardez, le moteur, effectivement, vient de s'éteindre. Et tout de suite, on voit d'ailleurs des petits jets qui s'allument. On y reviendra. L'étage supérieur cryo faisait 28 tonnes à son allumage, tout à l'heure. Il emporte avec lui 17 tonnes d'ergols, évidemment, et donc il reste 14 tonnes. C'est la masse restante. Prochaine étape, orienter le lanceur pour la séparation de notre premier passager Arabsat 5C. Les satellites sont encore accrochés au lanceur, qui n'est plus composé que de l'étage supérieur et de la case à équipement. Et sur le périmètre extérieur du lanceur, on a ce système de contrôle d'attitude et de roulis. Claude, le système SCAR. Oui, il comprend donc une douzaine de tuyères alimentées avec l'hydrogène gazeux et l'oxygène gazeux. Alors sous les images de synthèse tout à l'heure et maintenant, on a bien vu, on voit très bien ces jets de tuyères intermittents qui font des petits flashs et qui permettent de diriger donc le composite dans la direction demandée pour Arabsat avant sa séparation. Voilà, on va préciser que c'est les calculateurs de bord qui décident du choix des tuyères qui vont être ouvertes ou fermées, de leur durée d'ouverture. Et cette gestion des tuyères, eh bien, elle permet tout simplement de réaliser les manœuvres d'orientation, les manœuvres
de mise en spin, enfin tout ce qui est requis par les satellites et par le SILDA. Alors on parlait de phase de SCAR, il y aura 20 phases dans la phase de SCAR, 12 seront nécessaires pour les satellites, et Arabsat va être séparé en phase de 4 dans quelques secondes. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur ce qui va se passer dans quelques instants, parce que le satellite, pour l'instant, il est posé sur son adaptateur, il est maintenu par une sangle, et c'est un système pyrotechnique qui va permettre de relâcher la sangle sur commande de l'ordinateur de bord. Et aussitôt, eh bien, on a des ressorts qui ont été comprimés lorsqu'on a mis et posé le satellite sur son adaptateur. Eh bien, ces ressorts vont se déployer librement et éloigner tout bêtement le satellite du lanceur. La fiabilité de ce système de séparation réside finalement dans sa simplicité. Alors ici, bien évidemment, à Jupiter, tout le monde est très attentif, car c'est dans moins d'une vingtaine de secondes, si le temps nominal est respecté, que cette première séparation devrait intervenir. Et on a même, vous voyez, des panneaux solaires déployés là, qui cachent le visage de nos clients. Alors Séparation Arabsat 5C. Voilà, c'est fait. Le satellite Arabsat 5C vient d'être séparé du lanceur. Regardez sur ces images, on a l'impression que ça se passe au ralenti, ça n'est pas vraiment le cas. Et vous voyez qu'il a été libéré en ce qu'on appelle une stabilisation 3 axes, c'est-à-dire sans rotation. Alors dans 4 minutes, depuis cette séparation, dans 4 minutes, c'est la station de Riyad en Arabie Saoudite qui va faire l'acquisition du satellite. Dans 3 heures, ça va aller très vite, il y aura un déploiement partiel des panneaux solaires qui seront totalement déployés dans 5 jours. Ensuite, suivront 3 mises à feu du moteur d'apogée pour rejoindre l'orbite définitive. Et une quarantaine de jours de tests et vérifications seront nécessaires avant la mise en service du satellite. Alors bien sûr, depuis cette séparation, c'est très beau. Hein, on voit effectivement qu'il va prendre sa vie en orbite, SES-2. Eh bien, on va tout de suite rejoindre Majed Alonazi pour des explications sur la mise à poste d'Arabsat 5C. Les opérations de mise à poste du satellite Arabsat 5C sont considérées comme une étape primordiale dans notre mission. Nous avons totalement confiance en nos équipes et nos partenaires pour assurer une parfaite mise à poste depuis la séparation du lanceur jusqu'à l'arrivée sur son orbite définitive. Des tests intermédiaires s'effectueront sur la position orbitale de 34,5 degrés Est. Puis, le satellite sera complètement opérationnel et Arabsat pourra annoncer sa mise en service avant la fin de cette année. Bien sûr, depuis la séparation de notre premier passager, eh bien on est parti dans une autre phase d'orientation pour séparer le SILDA, Claude. Alors le SILDA 5, donc cette structure en matériaux composites qui ce soir fait 6,4 m de hauteur, où il y a plusieurs versions qui existent pour emporter à peu près toutes les combinaisons de satellites. On va évoquer tout de suite, puisqu'on a un petit peu le temps dans cette phase balistique, dans ce balai de l'espace, le rôle primordial de la case à équipement. Vous savez que c'est une case qui se trouve juste au-dessus de l'étage supérieur. C'est une structure cylindrique qui contient tous les équipements électriques nécessaires au contrôle de vol, à la gestion des fonctions embarquées, notamment avec 2 ordinateurs, 2 centrales inertielles et puis les unités centrales pour la télémesure. Ces moyens, ils permettent au lanceur de réaliser toutes ces manœuvres de façon entièrement autonome et on surveille simplement les opérations, bien entendu, depuis le sol. Et l'ordinateur de bord, il dispose de toutes les données, il évalue toutes les options et c'est lui qui choisit toujours l'option la plus appropriée. C'est ce qu'on appelle le système de navigation, guidage, pilotage. Peut-être, après ces explications, comme on a un petit peu de temps dans cette phase balistique, on peut évoquer, j'allais dire, le rôle de ces satellites commerciaux qui sont souvent dédiés à la télévision. Un petit point sur le nombre de télévisions qui existent dans le monde, Claude. Alors le nombre de chaînes de télévision qui sont diffusées dans le monde, c'était un chiffre de 2010, c'était 29 000 et il apparaît que les études montrent qu'en 2018, il y aura de 39 000 à 40 000 chaînes de télévision, dont 20% seulement seront en haute définition en numérique. Vous voyez qu'il y a du travail à faire avec les satellites. Oui, et on peut évoquer d'ailleurs, ça rebondit tout à fait, le carnet de commandes d'Ariane Espace, puisque dans le carnet de commandes, il y a, on va dire, environ 30 satellites à lancer en 3 ans. Mais si on va aller dans le détail, on peut peut-être dire qu'en 2010, il y a 11 contrats de service de lancement avec Ariane 5 et 7 lancements dédiés Soyouz qui ont été signés. Et on peut donner le détail de l'année 2011.
Eh bien, 8 contrats de service de lancement ont été signés en 2011. Le premier, c'était pour l'Argentine avec ARSAT, puis le Mexique avec MEXSAT 2, la Norvège avec Torset, nos amis SES avec Astra, Amazonas pour l'Espagne, DirecTV 14 et 15 pour les États-Unis, et Bepi Colombo signé jeudi dernier avec l'Agence spatiale européenne. Et belle moisson de contrats pour Arianespace sur ces 2 dernières années, qui conforte finalement son rôle de leader dans le transport spatial commercial. Alors, nous allons retrouver le directeur de la mission SES dans quelques instants, car on va bien évidemment dans l'ordre séparer le SILDA, cette structure noire que vous voyez, cette structure en carbone de 6,40 mètres. Il va falloir s'en débarrasser pour permettre à SES de se retrouver en proue de ce qui reste de notre lanceur. Et puis après, il y aura tout un tas d'opérations. Eric Starkos va nous en énumérer quelques-unes, ces opérations de mise à poste. Après séparation du lanceur, la première chose à faire est de vérifier que les antennes des stations de poursuite au sol sont bien dirigées vers le satellite. Les procédures de vérification des paramètres du satellite sont initialisées et dès les jours suivants, l'orbite pourra être rehaussée et les différents déploiements effectués. Ensuite, la charge utile sera testée. SES-2 devrait entrer en service commercial début novembre. Ceci pourra être annoncé suite aux vérifications du bon fonctionnement de chaque équipement et au déploiement des panneaux solaires. Vu le temps que cela va prendre, nous devrions être fin prêts dès début novembre. Et on peut ajouter que 11 minutes après sa séparation du lanceur, SES-2 sera acquis par la station australienne de Perth. Ensuite, il y aura 4 mises à feu du moteur d'apogée en 8 jours. Et une fois sur l'orbite définitive, on fera le déploiement des antennes et des panneaux solaires. Bien sûr, on aura toute la vérification technique du satellite avant sa mise en service. Ariane 5 est maintenant au-dessus de l'océan Indien. Alors là-bas, le jour est en train de se lever et puisque nous sommes dans cette phase balistique, dans ce balai de l'espace, on peut rappeler que finalement c'est bien les satellites embarqués qui imposent aux lanceurs des contraintes liées à leur début de vie dans l'espace, ces satellites. Rappelons au passage, bien que dans l'espace, un objet exposé au Soleil est soumis à une chaleur très intense d'un côté, alors que la face opposée, elle a tendance à être gelée, voire congelée. Donc un écart, un différentiel très important de température qui ne plaît pas forcément aux satellites embarqués. Et donc ce qui fait qu'ils ont une demande très claire, ces satellites, et vous allez l'expliquer, Claude. C'est-à-dire que souvent les satellites veulent faire la plupart du trajet dans l'obscurité, c'est-à-dire en ce qu'on appelle en éclipse. D'autre part, une fois séparés, les satellites ont besoin de recharger immédiatement leur batterie grâce aux panneaux solaires, d'où les déploiements partiels, et le plus rapidement possible. Donc c'est 2 demandes un peu contradictoires. Peut-être, mais bon, il faut les charger. et bien sûr, pour pouvoir recevoir les rayons du soleil, il faut être sorti de l'éclipse. Et c'est pour ça que maintenant, le jour se lève quand ces satellites vont être séparés. Alors, c'est aussi toutes ces contraintes qui définissent la fenêtre de lancement. Et comme ce soir, on avait 2 satellites, la fenêtre combinée de lancement. Oui, bien sûr. Alors ici, nous attendons la séparation du SILDA. On peut vous donner des chiffres sur le SILDA. Tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué. Le SILDA, c'est une version 5A d'une hauteur de 6,40 mètres. C'est un SILDA qui permet ce SILDA est bien sûr adapté à cette mission, mais on a ici chez Arianespace tous les types de SILDA pour tous les types de missions. Séparation du système de lancement double Ariane. Voilà, le SILDA est séparé, il a été découpé lui aussi par un cordon pyrotechnique et la partie supérieure, vous le voyez, est éjectée. Alors ça c'est grâce à 8 ressorts que l'on ne voit pas. Alors tout est prévu bien sûr pour éviter soigneusement de ne pas gêner le satellite qui se trouve en dessous. Et tout de suite, le composite est réorienté dans la direction demandée par SES-2. Vous suivez avec nous, si vous nous rejoignez sur Internet, en direct le vol 204 d'Ariane qui a décollé depuis plus de 35 minutes. Tout se passe bien. Le premier passager de ce vol 204 a été libéré à H0 plus 27 minutes et 21 secondes. Et rappelons qu'au moment de la prochaine séparation de SES-2 que l'on voit, ce satellite à la proue du lanceur, encore tout replié, puisqu'il déploiera ses panneaux et ses antennes plus tard, que SES-2, le lanceur devra atteindre une vitesse de 7,83 km par seconde et il libérera une altitude de 2777 km.
Alors le lanceur continue son orientation pour séparer SES-2. Cette séparation sera faite avec une rotation lente, très lente même, selon son axe longitudinal. Séparation SES-2. Voilà, de 0,9 degrés par seconde. C'est fait. C'est fait, voilà, réussite complète pour ce 46e succès d'affilée. 46e succès d'affilée pour Ariane 5. Ça fait quand même 8 années sans échec, hein, Claude. Et oui, c'était le 60e lancement d'une Ariane 5. Donc, allez, on va le dire, Ariane Espace, c'est bien la référence du transport spatial commercial dans le monde. Alors, on voit, bien évidemment, nos clients sont satisfaits. Les poignées de main, des oufs de soulagement, du bonheur, des rires sur les visages. Ça fait plaisir. Encore un succès pour Ariane Espace. Bravo à tous les acteurs de ce vol, hein, Claude. Et surtout, merci à nos clients. Donc, ils ont choisi Ariane Espace. C'est sans doute le meilleur choix du marché. Mais voilà, donc plus de la moitié des satellites commerciaux en activité sont lancés par Ariane Espace. C'est sûrement pour la fiabilité, la compétitivité, la disponibilité. Voilà pourquoi Ariane Espace possède aujourd'hui le plus gros carnet de commandes. C'est QFD. Alors, bien évidemment, on dit merci à tous les opérationnels. On associe tous les partenaires d'Ariane Espace à ce succès. Les partenaires aussi ici en Guyane. Et tout de suite, on va revoir les images de ce décollage. Regardez, c'était tout à l'heure, 18h38, heure de Kourou. Des images superbes. Alors on voit que tout ça est pris derrière une vitre qui évidemment nous fait comme un halo. Ouh là là, mais ça va très très vite, hein, vous voyez ça. Et on avait même une couleur un peu rouge. On avait des couleurs formidables sur ce replay. Dans quelques instants, bien évidemment, ça va être les déclarations officielles, puisque, vous le savez, comme d'habitude, eh bien, Jean-Yves Le Gall prend la parole avec ses clients. Nous voyons la DDO, nous l'avons vu. Elle a beaucoup de travail, la DDO. Elle embrasse tout le monde. Elle embrasse tout le monde, la DDO. Eh bien, on vous l'a dit, première fois que c'est une femme qui tient ce rôle de directeur des opérations et qui a rythmé la soirée avec sa voix féminine. Alors évidemment, ici à Jupiter, tout le monde est content et Denis Suiller l'est aussi. Nos deux chefs de projet, Thomas Panozzo et Alexandre Madembassi, sont ravis. Ils vont pouvoir, eh bien, voilà, tout de suite Jean-Yves Le Gall. Comme vous venez de le voir, ce 60e lancement d'Ariane 5 vient de mettre en orbite de transfert géostationnaire Arabsat 5C et SES-2. Naturellement, je m'en réjouis parce que, vous le savez, c'est le 46e succès d'affilée pour Ariane 5. Et après l'été que nous avons connu, où certains de nos compétiteurs ont connu un certain nombre de déboires, cela montre une fois de plus que notre lanceur est, et de très loin, le plus fiable du monde. Donc je veux tout d'abord m'adresser à nos clients, puisque ce succès intervient après plusieurs reports d'origines diverses, dont je souhaite une fois encore m'excuser. Cela dit, le parfait déroulement de la chronologie ainsi que du vol montre que nous avons fait exactement ce qu'il y avait à faire dans les circonstances que nous avons connues, et je souhaite donc vous remercier pour cela. Tout d'abord, Arabsat. Donc Arabsat, avec Arabsat 5C, a décidé depuis plusieurs années de nous confier le lancement de tous ces satellites. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Ça montre la marque de confiance qui nous est témoignée. Et la mise en orbite réussie de ce 8e satellite montre que mon ami M. Khaled Balkayour, lequel je viens de parler, directeur général d'Arabsat, qui nous regarde depuis Riyad, a eu raison de nous faire confiance. Grâce à ces choix extrêmement judicieux, Arabsat est devenu l'un des premiers opérateurs mondiaux et je le félicite pour cette superbe réussite. Pour SES, avec SES-2, il s'agit du 35e satellite qui nous était confié par le groupe SES, auquel je souhaite dire que nous sommes particulièrement fiers de la fidélité qui nous est ainsi témoignée depuis plus de 20 ans. Je tiens en particulier à remercier mon ami, M. Kip Osterthaler, président directeur général de SES Government Services, pour sa présence parmi nous ce soir et le féliciter pour ce nouveau succès. Le lancement de ce soir était aussi un peu exceptionnel dans la mesure où il y avait à bord de SES-2 ce qu'on appelle une hosted payload. Et je souhaite donc remercier nos amis de l'US Air Force, puisque avec cette hosted payload, nous ouvrons un nouveau chapitre de l'industrie spatiale avec donc cet instrument SHIRP qui était embarqué sur SES-2
et qui est la première charge utile militaire ainsi déployée sur un satellite civil. Nous sommes donc honorés d'être une fois de plus partie prenante de cette première. Après ce lancement, qui était le 5e lancement de l'année pour Ariane 5, nous avons donc mis en orbite avec Ariane 5 8 des 9 satellites qui ont été mis en orbite correctement depuis le début de l'année. 8 sur 9, je fais un calcul de tête, je suis un peu fatigué, mais enfin ça doit faire quelque chose comme 87%, ce qui est tout à fait remarquable. Et ces chiffres parlent d'eux-mêmes et je dois dire que ça va continuer puisque vous l'avez vu dans la vidéo transmission, nous avons signé au cours des derniers jours un nombre impressionnant de nouveaux contrats, ce qui fait que ce soir, après ce lancement, nous avons encore, je crois, quelque chose comme un peu plus de 20 Ariane 5 à lancer et la magie du lancement double fait que 20 Ariane 5, ça fait pratiquement 40 charges utiles et donc, une fois de plus, nous avons, et de très loin, le plus gros carnet de commandes de toute l'industrie. Et comme disent nos amis anglo-saxons, size does matter, et évidemment, ça a un sens. Les mois qui viennent vont être tout aussi excitants, puisque, vous le savez, la TV3 Eduardo Amaldi est arrivée en Guyane, et nous le lancerons avec Ariane 5 au début de 2012. Et entre-temps, le 20 octobre, donc dans un peu moins d'un mois, puisque nous sommes le 21, Soyouz décollera pour la première fois du centre spatial guyanais pour mettre en orbite les 2 premiers satellites de la constellation Galileo. Je souhaite donc remercier tous ceux qui contribuent à cette réussite. Peut-être parce que j'étais un peu long, plus long que d'habitude ce soir, je passe sans plus tarder la parole à nos clients pour Arabsat 5C, M. Majed Alonazi, et ensuite mon ami Tip pour SES2. Merci. C'est mon privilège, au nom de l'organisation Arabsat, de remercier ce soir Arianespace et le CNES pour ce lancement réussi. Nous avons beaucoup apprécié les efforts de la direction d'Arianespace au cours des dernières 48 heures. Ils ont effectivement pu résoudre les difficultés auxquelles ils devaient faire face. Ils ont pu ainsi organiser ce lancement réussi. Au nom d'Arabsat, je voudrais rajouter que nous comprenons très bien les raisons derrière les moments que nous avons passés ensemble. Nous allons continuer à travailler et à fournir nos efforts de notre côté pour les succès à venir d'Arianespace. Je voudrais étendre ces remerciements à l'équipe de lancement d'Arianespace et pour tous ceux qui ont contribué de façon personnelle à la réussite de cette campagne de lancement, à ce lancement ce soir, qui est un succès total. Je voudrais remercier la direction et les ingénieurs d'Astrium et de Thales pour leur patience qu'ils ont toujours prouvé au cours de cette campagne de lancement. Le travail continue maintenant pour les opérations à venir sur notre satellite. Et pour terminer, je voudrais remercier également et féliciter le président d'Arabsat et les membres du conseil d'administration. Je voudrais remercier également et féliciter le président d'Arabsat pour son soutien, le soutien qu'il a toujours prouvé. Pour Arabsat, ce soir est un événement tout à fait particulier. Mais bravo à l'équipe d'Arabsat et nous qui ont réussi à transformer ce projet en une réalité. Nous souhaitons qu'Arabsat aille de succès en succès avec des satellites toujours plus gros, toujours plus importants et toujours meilleurs. Merci et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup Jean-Yves et félicitations à vous et à toute votre équipe d'Arianespace. On a passé des journées
fascinante et nous avons beaucoup apprécié le professionnalisme avec lequel toute l'équipe d'Arianespace a surmonté tous les problèmes auxquels elle a dû faire face pour la réussite de ce soir. Je voudrais remercier nos clients qui sont là aujourd'hui ce soir, l'Air Force américaine par exemple, et SES qui a honoré SES en lui permettant de transporter pour elle ce satellite très important. C'est un satellite qui... donc bravo pour les laboratoires de recherche de l'armée de l'air américaine, l'US Air Force. C'est une première, effectivement, que nous avons ce passager à notre bord. Nous sommes ravis. Et le SES-2 également, on va travailler pour le client commercial au-dessus des États-Unis, les télécoms. Nous avons d'autres clients à servir maintenant. Donc merci beaucoup d'être resté avec nous au cours de ces 2 journées passées. Ça a été un lancement tout à fait spectaculaire. Merci et félicitations. Très bien. Écoutez, merci. Donc, moi, j'ai réalisé ce soir que ça faisait la 50e fois que je fais un discours pour un lancement réussi d'Ariane 5. Donc, je suis très content. Mais ça se fait un peu très différent de d'habitude parce qu'en général, je vous donne rendez-vous pour un autre lancement d'Ariane 5. Et ce soir, c'est une première puisque je vous donne rendez-vous pour le premier lancement de Soyouz au CSEG. Donc, nous l'attendons depuis un certain temps, disons. Et donc le 20 octobre, 2 satellites Galileo pour le compte de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne. Ce sera une grande première. Voilà, merci, bonsoir et donc au 20 octobre. Voilà, c'est la fin de ces déclarations officielles avec ce rendez-vous donné par Jean-Yves Le Gall, rendez-vous le 20 octobre pour Soyouz en Guyane, Soyouz au CSG, Soyouz avec à son bord Galileo. On revoit les images de ce lancement, c'était tout à l'heure, 18h38. Heure de Kourou. Eh bien, merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéotransmission. François Guérat, le réalisateur, toute l'équipe de Guyane Première, bien évidemment. Merci Claude. Merci Pierre. On se retrouve peut-être pour Soyouz d'ailleurs. Je crois qu'on se retrouve le 20 octobre. Voilà, merci. Merci bien évidemment à Marie-Aline Bourdon qui a supervisé de main de maître comme d'habitude cette vidéotransmission. On se retrouve donc très bientôt le 20 octobre. C'est dans moins d'un mois. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir Claude. Au revoir Pierre, merci.